Bonjour et bienvenue sur 360 Fitness, le premier podcast français sur l'industrie du fitness, son histoire, ses acteurs et les tendances de marché. Je suis Tanguy Saillant, acteur et entrepreneur dans l'industrie du fitness depuis 15 ans. Aujourd'hui, j'accueille Sophie Faranger, fondatrice et directrice générale de la plateforme e-commerce d'occasion linkensport.com. Sophie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour partager ce moment d'échange. Alors, je suis ravi, dans le cadre du lancement de 360 Fitness, d'avoir finalement une véritable start-up dans le fitness, puisque tu es la fondatrice de la plateforme Linkensport, qui a été créée, me semble-t-il, les 2-3 dernières années, qui connaît évidemment une ascension fulgurante grâce au Covid. Donc, c'est génial de voir des nouvelles personnes qui rentrent dans ce marché du fitness, dans le marché B2B, B2C, C2C et ainsi de suite. Donc, moi, ce que je te propose aujourd'hui pour notre audience, c'est tout simplement de revenir un peu sur ton parcours, parce qu'il me semble que tu n'es pas au cœur du système fitness depuis les 20-30 dernières années. Tu as eu une carrière à côté et puis un jour tu as une idée que tu as concrétisée et maintenant tu t'es lancé dans cette aventure-là. Écoute, déjà, je tiens moi aussi à te remercier parce que franchement, je suis hyper contente de pouvoir échanger avec toi sur ce lancement de podcast que je trouve super. Moi, je suis d'ailleurs fan de podcast aussi, donc c'est vraiment un pur plaisir d'échanger avec toi. Je te remercie. Du coup, écoute, c'est le démarrage. Comment m'est venue l'idée? Souvent, j'explique que c'est venu tout simplement lié à un besoin personnel, puisque moi à l'époque, je cherchais une paire de skis d'occasion. Et alors, à l'époque, il y avait plein de choses qui pouvaient quand même exister pour trouver sur le numérique du matériel de sport d'occasion, mais ce qui a posé problème, c'était le fait que déjà la paire de skis que j'avais repérée, elle n'était pas proche de chez moi, et surtout une fois que je me suis mise d'accord avec le vendeur, lui était prêt à me l'expédier, sauf que lui voulait un paiement avant l'expédition, et moi, le connaissant pas, j'étais pas prête à lui envoyer un chèque avant d'avoir reçu la paire de skis. Et du coup, ça s'est pas fait. Et je comprenais la position du vendeur, mais à côté de ça, moi, c'est pareil, je voulais pas prendre le risque de tomber sur une arnaque. Et à l'époque, je me disais quand même, c'est dommage qu'il n'existe pas de plateforme multisport où on puisse réaliser des transactions en toute confiance, en toute sécurité en tant qu'acheteur, mais aussi qu'on puisse sécuriser le vendeur avec la garantie qu'il ait l'argent une fois qu'on récupère le matériel. Et plusieurs mois après, alors, je suis restée comme ça sur ce sujet-là, et plusieurs mois après, je me retrouve à la montagne avec des amis en rando, et à l'issue d'une très grosse journée de rando, on évoque cette problématique-là, ma problématique de paire de skis que j'avais pas réalisée à l'époque. Et de fil en aiguille, on se dit mais c'est vrai que c'est quand même dommage qu'il n'existe pas, c'est une plateforme multisport 100% d'occasion avec des services comme si c'était du neuf. Pour justement permettre d'acquérir du matériel à moindre coût, de qualité, de marque, parce que dans le sport, sur plein de catégories, on a des matériels qui peut être très cher, neuf, et parfois il y a des sportifs ou même, alors à l'époque j'étais vraiment focalisée sur les sportifs globalement, en me disant effectivement on
on renouvelle notre matériel et ça peut intéresser d'autres personnes. Et en cherchant, du coup, après, quand j'ai vu que mes amis, pareil, trouvaient ça aussi une bonne idée, j'ai commencé à creuser. Et en creusant, j'ai aussi échangé avec certains acteurs professionnels, des pros. Et là, j'ai vu aussi qu'il y avait certains me disaient mais oui c'est une bonne idée, il y a quelque chose à faire, et du coup j'ai commencé vraiment à creuser, à faire une étude de marché. En parallèle, j'ai postulé un appel à projet qui a été lancé par la CCI du Val-de-Marne pour les femmes qui Ok. avaient une idée. Et derrière, Et juste, oui, Sophie, juste pour revenir sur oui, ton étude de marché, pour bien ouais, comprendre, parce que ouais, finalement, créer une marketplace avec une sécurisation des paiements, c'est ce qui avait été mis en place par Prime Minister, on va dire, il y a 10-15 ouais, ans, ouais. par eBay et ainsi de suite. Mais là où toi, finalement, tu sentais la fragilité, c'est que la partie sport, c'était qu'une rubrique parmi des dizaines d'autres. Exactement, Donc, exactement. C'est vrai que bon, il y avait plein de plateformes, mais c'était des plateformes généralistes. Et pour avoir été aussi utilisatrice de ces plateformes généralistes, le problème c'est que à l'époque, quand je cherchais cette fameuse paire de skis, je tapais dans les moteurs de recherche paire de skis et tu tombes sur effectivement certaines paires de ski, mais au milieu d'appart de location de ski, de combines de ski, de chaussures de ski. Bref, il faut aussi passer un petit peu de temps et d'être un peu patient pour faire toutes les recherches bien ciblées sur le matériel que tu cherches en particulier. Donc, c'est vrai que ce côté-là aussi, je trouvais que c'était quelque chose qui était en tout cas à améliorer. Et je me disais, une plateforme vraiment autour du sport, déjà, ça permettrait, voilà, de, de répondre en tout cas aux besoins des personnes qui cherchent du matériel de seconde main, de qualité, dans un univers uniquement sport. ok. Et du coup, est-ce qu'il y a des plateformes similaires, du coup, des marketplaces spécifiques au sport, neuf et occasion, qui existent, je sais pas, en règle générale sur le marché américain, parce qu'ils ont tendance à avoir un temps d'avance sur nous? Alors écoute, moi, enfin à l'époque, bon, maintenant ça commence un peu à évoluer parce que voilà, le marché de l'occasion est vraiment un marché porteur, qu'il y a plein de lois qui se mettent en place aussi pour favoriser le réemploi et c'est très bien. À l'époque, il existait alors déjà en France quelques plateformes, mais ultra spécialisées sur une catégorie de sport, les généralistes et comment alors après dans certaines plateformes en dehors de la France, effectivement, il y avait des plateformes aussi, mais pas forcément. C'était un peu comme la France, quoi. Soit ultra spécialisé, soit généraliste. Donc c'est Ok. vrai que et puis bon moi tout au début hein, quand j'ai eu l'idée si tu veux c'était vraiment moi, l'objectif, il y avait deux objectifs, c'était vraiment de créer une plateforme qui permette l'accès à du matériel de qualité à moindre coût, 100% d'occasion, parce que bon, je pense qu'on y reviendra, mais le côté aussi réemploi et agir pour la préservation de l'environnement me tenait à cœur. Mais à côté de ça, c'est vrai que le côté aussi sécuriser le matériel au niveau venir tant pour un acheteur qu'un vendeur en toute confiance et en toute sécurité sur la plateforme, c'était quelque chose qui vraiment aussi me tenait à cœur. Et à l'époque, c'était pas vraiment le cas. Maintenant, c'est pareil, ça évolue dans le bon sens, mais il y a encore quand même un vrai sujet sur ce côté-là, quoi. Ok, donc du coup, forte de ton analyse, de ton projet, comme tu l'indiquais,
tu le présentes à un concours de la CCI du Val-de-Marne, c'est bien ça? Ouais. Et donc, écoute, je vois passer, c'est souvent ce que je dis, à l'époque, toutes les planètes se sont alignées parce que je réponds donc à cet appel à projet en voyant que c'était un programme dédié aux femmes qui avaient une idée et qui voulaient être accompagnées pour concrétiser leur idée. Du coup, j'y réponds, je suis reçue et puis j'apprends que je suis retenue dans ce programme. À l'époque, il y avait 20 femmes qui avaient été sélectionnées. Et en parallèle de ça, j'étais en cours de négo pour quitter mon entreprise. Donc voilà, ça tombait bien. Et j'ai commencé donc l'aventure vraiment en intégrant ce programme d'accompagnement qui m'a vraiment bien aidé parce que ça a structuré toutes les étapes pour créer une entreprise parce que même si on a l'envie de créer et pourtant bon moi j'avais plus de 20 ans d'expérience quand je me suis lancée derrière moi donc il y avait des sujets voilà que je connaissais mais on est je dirais quand tu as 20 ans d'expérience en tant que salarié, c'est pas du tout la même chose. Enfin même si ton expérience te sert pour te lancer, mais il y a plein de sujets forcément quand tu crées une boîte que tu connais pas. Et pour le coup, c'est vrai que la CCI, moi, m'a vraiment aidé à structurer ma démarche. Après, quand on a commencé, une fois que j'avais établi mon business plan, ils m'ont mis dans une commission d'évaluation pour obtenir un financement financé par la région. J'ai obtenu un prêt d'honneur, donc j'ai pitché aussi mon projet et c'était important à l'époque pour moi parce que quand tu débutes, en plus tu as une idée comme ça, même si tu as plein de gens, alors tant dans mon entourage perso que les gens que je rencontrais ont été vraiment super parce que tous étaient hyper favorables et me disaient c'est une bonne idée, vas-y fonce et tout. Mais au début, t'as quand même des doutes parce que tu te dis est-ce que vraiment je me fais pas de film et est-ce que c'est vraiment pertinent. Et donc ce passage de pitcher auprès d'une commission d'évaluation pour obtenir un prêt d'honneur, c'était en dehors de l'apport financier, c'était aussi de me dire si je passe cette étape, c'est que vraiment le projet tient la route et est crédible. Et pour le coup, je l'ai obtenu à l'unanimité après ce pitch. Et la boîte était même pas créée, donc quand j'ai obtenu ce prêt d'honneur couplé avec un prêt bancaire, j'ai du coup là c'était concret et je me suis dit vas-y fonce. Et donc dans la foulée j'ai immatriculé la boîte. Et puis après j'ai travaillé sur cette marketplace avec un prestataire digital. Et juste pour revenir Ouais. sur cette ambition entrepreneuriale, comme tu dis, tu as été pendant 20 ans salarié. Ouais. Est-ce que tu considères que le côté entrepreneurial, la création de start-up, ça t'est tombé dessus parce que l'idée est arrivée, ou c'est quelque chose qui, entre guillemets, que tu avais en tête depuis des années et des années, et puis bon, voilà, pris dans la carrière professionnelle. Oui, c'est vrai que ça m'est pas tombé comme ça du jour au lendemain. Ça c'est vrai. Moi, bizarrement, je sais pas, mais en tout cas, depuis très jeune, en tout cas, j'avais les yeux qui brillaient dès que j'entendais un entrepreneur parler ou à un moment donné, j'ai eu aussi un de mes anciens patrons qui s'est lancé, qui a racheté une boîte et qui a vraiment développer la boîte de manière conséquente et je le revoyais régulièrement, on en parlait, tout ça et franchement ça m'attirait vraiment. J'ai même eu à différents moments de ma carrière professionnelle des idées où j'ai même pas mal potassé le sujet.
J'étais aussi en veille et puis j'étais abonnée à des newsletters sur la création d'entreprises. Donc c'est vrai que j'ai toujours été très en tout cas en veille et à l'écoute sur tout cet aspect-là. Et à un moment de ma vie, c'est vrai que je me retrouvais plus du tout dans l'entreprise où j'étais. Je faisais partie j'étais membre de la direction d'une unité, d'une grosse unité dans le BTP. Et c'est vrai qu'à la fin de mes journées, des fois, je me disais, mais franchement, je voyais, qu'est-ce que je fais là? Et surtout, moi, j'ai toujours eu, dans toutes mes carrières professionnelles, je me suis beaucoup investie et le sens et apporter de la valeur à ma mission était ultra importante. Sauf que à la fin, il y a des moments, je me disais, mais franchement, en dehors de faire partie d'un comité de direction et participer à tout un tas de sujets, je trouvais plus de sens et je trouvais que ma mission n'apportait plus de valeur ajoutée. Donc c'est vrai que le fameux engagement, ouais. Engagement du quotidien, quoi. Ouais. Et du coup, c'est vrai que ça, je pense que ça a été un élément déclencheur aussi. Et puis, c'est vrai que ce qui est amusant, c'est les hasards de la vie, des fois, font que les activités perso font qu'à un moment donné, t'as l'idée qui s'enclenche naturellement. Voilà. Et c'est ça qui a fait que je me suis lancée. Tu vois, j'ai eu l'opportunité de discuter avec Vanessa Jodard de Planète Fitness récemment, qui me parlait de son expérience. Et elle a utilisé une expression que je trouve assez intéressante, c'est d'engrenage positif. Et finalement, quand on faisait le call préparatoire, tu me disais que tu as eu cet engrenage positif aussi de ton côté, parce qu'il y a eu 2-3 rencontres de personnes du fitness, entre guillemets, de personnalités du fitness, ou des gens qui avaient un peu pignon sur rue à l'époque, qui ont été dans ton sens aussi, après le concours de la CCI, ça a renforcé l'idée, le projet, le pitch, en disant, voilà, si ces gens-là m'accueillent positivement, c'est qu'il y a un truc. Donc je crois que c'est une des premières rencontres, c'était notamment une des 2 fondatrices de Néonès. Ouais, tout à fait. On avait un ami commun et en discutant, il me dit, écoute, faut à tout prix que tu échanges avec Céline de Néonès pour au moins voir si ton concept tient la route, ce qu'elle en pense, ça peut être intéressant. Et alors forcément, j'ai tout de suite été partante. Et du coup, quand je l'ai rencontré, que j'ai commencé à lui expliquer, parce que là, effectivement, j'étais tout au début, j'avais même pas passé le cap du pitch auprès de la commission d'évaluation. Et Céline, c'est vrai qu'elle a été géniale parce que tout de suite, elle m'a dit mais c'est une super idée. Elle m'a tout de suite expliqué leurs problématiques dans les clubs quand ils renouvelaient leur matériel, en m'expliquant qu'en plus quand ils renouvellent du matériel, le matériel est très bien entretenu, donc parfaitement en état de fonctionnement et de bonne qualité parce que c'est du matériel la marque Précor. Et donc derrière ça, de fil en aiguille, elle me dit écoute, je vais te mettre en relation avec justement notre interlocuteur de chez Précor, qui était Patrick Jouvet, je pense que tu le connais aussi. Du coup, pareil, je l'ai contacté et lui, pareil, génial. Il m'a dit mais c'est une super idée. Il m'a donné aussi d'autres pistes à creuser. Des choses aussi à réfléchir pour améliorer le concept et tous les retours et les témoignages que j'ai eus comme ça, et là pour le coup c'était vraiment tout au début où moi je partais vraiment sur une plateforme uniquement entre sportifs et j'avais pas forcément
immédiatement cerné qu'il y avait aussi un vrai sujet entre pros. Et, euh, et là, ça m'a conforté dans l'idée de me dire, ouais, il y a un truc aussi côté B2B. Et du coup, là, j'ai vraiment bossé, potassé là-dessus aussi. Et du coup, ça m'a aussi, même au-delà de ces deux échanges, ça m'a du coup donné l'envie d'échanger avec d'autres acteurs professionnels. Donc c'est comme ça aussi que j'ai rencontré aussi une ou deux personnes du siège de l'UCPA. Enfin j'ai fait Ouais, c'est sûr que ça donne de la confiance, quoi. plusieurs rencontres comme ça qui étaient vraiment intéressantes et qui m'a permis vraiment en plus de récupérer de l'info, d'améliorer aussi mon cahier des charges auprès du prestataire digital. Et c'est vrai que je regrette absolument pas parce que depuis maintenant que c'est opérationnel, c'est vrai que le côté B2B est vraiment très présent sur la plateforme LinkedIn Sport. Et donc, du coup, est-ce que tu peux nous raconter le premier deal ou les 2-3 premiers deals, voilà, Ouais. Bah, le lancement, quoi. le lancement, du coup, le site a été lancé début 2019. Donc, tout l'enjeu de cette plateforme, c'est que nous, on possède rien en propre. Donc, il faut aller chercher les vendeurs pour qu'ils alimentent la plateforme d'articles de sport d'occasion. Et en parallèle, il faut attirer des acheteurs pour qu'ils soient intéressés pour acheter ce matériel. Donc début 2019, je m'entoure de deux stagiaires de longue durée, dont un qui m'a aidé sur la prospection commerciale et pour faire connaître au maximum LinkedIn Sport. Et on intègre, parce que à l'époque c'était Thomas, il était lui un golfeur, il était passionné de golf, donc il a tout de suite démarché certains contacts qu'il avait lui aussi, notamment un magasin de club de golf sur Paris qui nous a mis plusieurs clubs. Et 3 mois après la mise en ligne, on n'avait pas beaucoup de produits en ligne. Une vente qui se réalise, un club de golf d'une marque qui était assez cher, neuf. Et la personne, c'était un golfeur passionné qui cherchait tout particulièrement ce club de golf, qui l'a acheté sur le site plus de 400 €. Et quand la vente a été finalisée, j'ai appelé cette personne pour avoir un peu de retour d'expérience sur son achat. Et alors ça a été là, j'ai été plutôt contente parce que quand j'ai échangé avec lui à l'époque, je lui explique qu'on était au début, j'expliquais, mais alors il a été hyper étonné parce qu'il disait mais je croyais que le site existait depuis longtemps, moi. Il s'était pas du tout rendu compte que il y avait pas beaucoup de produits, qu'on démarrait, donc ça m'a fait plutôt plaisir parce que c'est exactement ce que je voulais. Je voulais vraiment attirer des gens qui viennent en toute confiance sur le site. Et c'est vrai que le site inspire confiance. Et ça, c'est plutôt bien parce que quand tu vas parfois sur des sites, des fois tu dis est-ce que depuis quand il existe, rien que sur l'aspect ergonomie et visuel, moi je trouve c'est hyper important d'avoir quelque chose de simple d'utilisation, ergonomique, qui donne envie et surtout qui inspire confiance. Donc le pari était réussi. Donc voilà. Et puis après, j'aimerais juste revenir sur ces 3 mois parce que quand j'échange avec les gens qui créent, bien souvent il y a finalement l'entrepreneuriat, c'est quand même du temps long. Ah oui, des fois on voit le succès, mais on mesure le succès au bout de 2-3 ans après le lancement. Mais toi, en tant que personne humaine, en tant qu'individu, finalement, tu vis ces 2-3 ans à la recherche de cette réussite-là. Et justement, ces 3 mois de prospection, ces 3 mois où tu n'as aucune vente. Est-ce que tu te rappelles dans quel état d'esprit tu étais?
est-ce que tu as eu des hauts et des bas en te disant ça va pas marcher, ou tu étais déterminé chaque jour à dire la vente elle est pour demain, la vente elle est pour Ouais, demain jusqu'à temps que ça arrive? ouais. Alors c'est vrai. Alors ça, c'est vrai que c'est une très bonne question. Tu as raison d'insister là-dessus parce que bon, on parle des succès, mais t'en as des doutes, t'en as tout le temps. Après, c'est vrai que moi, je suis passionnée par ce que je fais. J'y crois à fond. Je suis aussi, je le dis régulièrement, hein, mais moi, j'ai une chance énorme, c'est d'être entourée personnellement et d'avoir des personnes qui m'entourent et qui me motivent aussi au quotidien, surtout quand tu as des moments de doute et que tu te dis mais dans quoi je me suis embarquée, est-ce que vraiment ça va marcher? Parce que à chaque étape d'évolution de l'entreprise, tu te poses ces questions-là. Et les 3 premiers mois, alors pour répondre vraiment à ta question sur les 3 premiers mois, je pense les 3 premiers mois, c'était pas forcément là où j'ai eu le plus de doutes. Parce que tu démarres, que j'étais consciente que bah voilà, un site comme ça, en plus, faut beaucoup travailler aussi sur tous les aspects qu'on voit pas visuellement sur le site, mais l'arrière du site pour notre référencement, pour arriver en première page de Google, c'est un travail de dingue parce que c'est pareil, hein, qui arrive pas comme ça du jour au lendemain. Ça met en moyenne, allez, 7-8 mois, voire 9 mois parfois, quand tu travailles de manière sérieuse et que tu es bien accompagné. Donc tout ça, c'est des sujets de fond, mais qui sont très longs. Et avant, des fois, de paraître sur la première page ou d'avoir des personnes qui arrivent sur ton site, c'est super long parce qu'effectivement, on entend plein de succès, des boîtes qui, en 3 mois de temps, ont fait des millions ou des milliers de connexions, de trafic, mais tout ça, je veux dire, c'est beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement personnel, d'investissement aussi financier. Et c'est vrai que les doutes, il y a des moments, je te cache pas qu'il y a vraiment eu des moments où j'étais au fond du trou en me disant mais je vais pas y arriver quoi. Après, c'est aussi un gros travail sur soi, ce qui m'a appris, enfin Lincoln Sport, cette aventure aussi, ça m'a beaucoup permis de travailler aussi sur moi. Et ça, je pense que c'est super important de travailler sur soi et sur son mental, parce que bah, forcément, t'as des croyances en toi depuis toute ton enfance. Tu te construis sur plein de choses et ton mental, par moment, bah, comme on n'aime pas l'inconnu et qu'on sait pas trop ce qui va arriver, tu peux vite partir en vrille sur des trucs parce que ton mental va te dire mais non, va pas là parce que c'est l'inconnu, c'est le risque majeur. Donc il faut beaucoup beaucoup travailler sur son mental et surtout d'être bien accompagné. Et c'est là où je dis tout le temps, moi j'ai cette chance d'être bien entourée, parce que quand tu as des gens autour de toi qui sont bienveillants et qui croient en toi, qui croient sur le projet que tu mènes, bah c'est un confort au quotidien qui fait que bah tu lâches rien. C'est ça, c'est là où le risque, c'est quand tu es dans des moments je dirais où ça va, t'as des doutes, bah tu peux avoir le risque de tout lâcher. Et c'est là où c'est important d'être bien entouré. Je sais pas si je Et réponds juste sur complètement. cette... non, mais c'est génial de l'avouer. Et d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure sur ton ambition, mais Ouais, aujourd'hui, d'autant plus que tu as justement, me semble-t-il, des gens très proches de toi qui t'ont accompagné, genre qui t'accompagnent au quotidien ouais, et qui t'accompagnent
capitalistes, Ouais, ouais. Au niveau dans le associé, capital, qui sont cofondateurs avec moi. mais que finalement, toi, Ouais. tu es la seule opérationnelle aussi. C'est-à-dire que Oui. tu n'as pas d'associé au quotidien qui est dans l'opérationnel avec toi. Tu portes tout le projet depuis le départ sur tes épaules, quoi. Ouais, alors moi je suis opérationnellement effectivement à 100% depuis le départ, mais c'est vrai que mes deux cofondateurs qui sont aussi mon entourage familial, hein, où j'ai une entière confiance, et ça c'est pareil, c'est un confort de vie et confort d'esprit, d'avoir des gens qui sont associés, cofondateurs et bienveillants, en se disant il y a pas d'entourloupe, tu vois, et pourtant il y a des fois on n'est pas forcément d'accord sur certains sujets, mais ça permet vraiment d'avoir un esprit tranquille, et surtout ils sont là, mais alors même s'ils sont pas les mains dedans à 100%, sur plein de sujets, ils sont beaucoup investis aussi. Hein. Je fais pas tout ça, c'est pas que moi toute seule. Hein, parce que j'ai aussi, ils sont en parallèle là pour sur plein de sujets qui sont ultra importants, et qui fait que Link Sport est arrivé là grâce aussi à eux. Et puis aussi, ce que je tiens quand même à dire, c'est que les deux stagiaires, j'avais aussi pris une stagiaire de longue durée qui était en reconversion. D'ailleurs, on s'est rencontrés parce que j'avais pitché face à un groupe d'élèves dans le digital, dans une école digitale. Et cette personne, elle cherchait aussi un stage, elle galérait, et puis on a échangé. Elle était ultra motivée par le projet, et du coup, je l'ai prise pendant 6 mois. Et puis à la fin des 6 mois, franchement, je trouvais qu'elle était super. Mes deux cofondateurs, pareil, on avait un peu testé sur plein de choses. Et on trouvait vraiment que elle correspondait parfaitement à nos valeurs, elle répondait parfaitement à tous les objectifs que je lui avais fixés. Et ça a été un vrai pari aussi, parce que au début, c'était en septembre 2019, je l'ai embauchée. Et ça a été un pari, et même pour elle, hein, parce que j'ai été complètement transparente. Et du coup, on a commencé cette aventure ensemble pour qu'elle nous accompagne sur toute la partie communication, et aussi sur tout ce qui est rédaction d'articles de blog. Enfin, elle m'aide sur plein de sujets. Et elle est toujours à mes côtés. Cool. Et c'est vrai qu'elle elle est à fond aussi. Donc voilà, je tiens à dire aussi que tout le résultat de Link Sport, c'est oui, moi j'y suis à 100%, mais c'est aussi grâce à les personnes qui t'entourent, l'équipe qui est avec toi, et voilà, c'est ça qui fait Non, mais c'est génial, réussite. c'est génial de le souligner. Et justement, sur cette période de prospection, tu parlais qu'il y a que finalement, tu as la recherche de clientèle via Google et tout ça, et on croit que c'est un peu l'outil magique. Mais finalement, tu l'as évoqué un tout petit peu au départ, il y a quand même un peu le métier de base qui est de la prospection téléphonique, quoi. Ah ouais, enfin, Qui fait que oui. c'est comme ça que vous arrivez à propager Enfin, je vais te dire, toutes les démarches, c'est pas une seule démarche, c'est effectivement faire différentes démarches. Moi, je suis dans différents clubs. J'ai représenté aussi la marque en présentant face à différents événements. Je suis allée dans des salons. J'ai fait des démarches via les réseaux sociaux. J'ai fait des démarches téléphoniques. J'ai été accompagnée par ce stagiaire de 6 mois qui était aussi dans une école de management autour du sport. D'ailleurs, si j'avais pu, c'est pareil, je le trouvais génial, mais malheureusement, je pouvais pas embaucher à l'époque 2 personnes. Mais clairement, c'est effectivement, c'est plein de démarches, et vraiment, c'est ça c'est beaucoup d'implication, de temps pour se faire connaître, parce que au début, et c'est ça qui est aussi ce côté-là, qui est un peu frustrant, c'est qu'au départ, même si tu fais des actions
qui te semblent vraiment bien, hein, ou des présentations où tu dis bah là la présentation que j'ai faite, je sens que voilà, les personnes étaient vraiment intéressées. Mais bah, des fois, il se passe 6 mois, 1 an avant que tu as des retours sur une présentation ou une démarche commerciale. Enfin, je pense que tu connais ça toi aussi. C'est que tout tombe pas du jour au lendemain, malgré toutes les actions que tu mènes. Tout à fait. C'est la gestion, moi ce que j'appelle la gestion du temps long. Ouais, ouais. Sur Lichen Sport, d'ailleurs tu l'as évoqué là dans l'échange, mais tu as une vision qui est quand même très forte sur, je crois, sur l'environnement et sur une vision finalement humaine et RH Mm. que tu veux introduire. Donc là, bah, tu me parlais de ta stagiaire que tu as gardée et ainsi de suite. Mais même pour demain, tu as des ambitions finalement assez touchantes. Et voilà, est-ce que tu peux m'en dire plus là-dessus? Ouais. Bah écoute, alors je ne sais pas si c'est touchant, mais en tout cas, ça fait partie de mes valeurs et je pense aussi de mon expérience passée en tant que manager et puis des rencontres que j'ai faites aussi dans la vie, qui fait que c'est vrai que quand j'ai commencé cette aventure et que je me suis dit bon, je vais créer cette boîte, et forcément enfin, quand tu te lances, t'as plein d'ambitions, plein d'envie que ça aille le plus loin possible. Et c'est vrai que au niveau RH, depuis l'origine, hein, quand j'ai fait mon premier business plan où j'ai fait toute l'explication avec ma vision, j'avais mis ce volet aussi RH sur le fait que Lincoln Sport, dès qu'on allait grandir et qu'on allait passer à l'étape de plusieurs embauches, je favoriserais le travail auprès des personnes qui ont des difficultés à trouver un job. Parce que cette plateforme, elle est finalement accessible à des personnes qui n'ont pas forcément X années de diplôme ou d'études. Alors, il y en aura aussi, hein, parce que sur certains postes forcément, mais il y a certains aspects, et surtout maintenant, depuis que moi je suis aux commandes et que la plateforme tourne, c'est qu'il y a certains sujets au quotidien enfin, je sais que je vais former des gens, quel que soit le parcours qu'ils ont. Je sais que les personnes qui seront motivées pour nous rejoindre pourront accéder à certains postes. Et c'est pour ça que j'envisage, notamment les prochaines embauches, il y aura, c'est sûr, une personne ou plusieurs personnes en situation de handicap, des personnes qui aussi peuvent chercher un emploi à temps partiel pour X raisons, hein, mais je pense notamment aussi aux sportifs qui sont en reconversion, parce que il y en a beaucoup qui galèrent quand même pour trouver un job derrière. Et puis aussi, tu as des sportifs qui sont en préparation, par exemple des JO, et tous les sportifs ne vivent pas confortablement quand ils préparent leurs JO. Donc, j'avais vu une émission où j'avais été effarée parce que t'as des sportifs qui quasiment ont des difficultés pour se nourrir correctement quand même, hein. Donc tout ça, c'est vrai que c'est. Et puis après, t'as aussi des personnes, des jeunes, des seniors qui trouvent pas d'emploi ou qui perdent un emploi, qui ont connu pendant toute une carrière euh, un emploi spécifique et ils savent rien faire d'autre et ils galèrent pour trouver un job, alors que je pense que l'être humain peut s'adapter à n'importe quelle situation à partir du moment où on est motivé. C'est comme dans l'entrepreneuriat, si tu vas sur un chemin qui te correspond et qui t'anime au quotidien, t'as pas l'impression de bosser. Donc moi, il y a des moments, faut qu'on m'arrête, quoi, parce que je suis tellement motivée par ce que je fais que
j'ai pas la sensation, si tu veux, de bosser. Et je pense que pour n'importe qui, c'est vrai ça. À partir du moment où tu trouves vraiment ta voie. Donc voilà, moi c'est clair que Non, mais c'est génial la partie RH, dans le cadre de la, tu vois, dans le cadre de la création, tu pourrais te dire que tu as beaucoup de choses à gérer, mais finalement d'avoir des valeurs très profondes sur ça, de vouloir l'intégrer et de pouvoir penser à intégrer d'autres gens. Et puis comme tu disais, il y a beaucoup de travail en remote et tout ça, donc tu peux, par rapport à cette plateforme-là, tu peux t'adapter aux différentes situations. ouais. Voilà, c'est bien. Rien que ça, tu penses en dehors du marché et même sur cette partie RH. Donc Et puis après, c'est tout à ton honneur, quoi. après, il y a toute la partie aussi, et ça, c'est aussi à la fin ce que je vivais au sein de mon entreprise où j'étais, c'est que, et ça, c'est bien avant la crise sanitaire, moi, le volet aussi télétravail. Alors, il y a du pour et du contre dans le télétravail, mais quand l'entreprise, quand c'est possible de le mettre en place, quand tu as des collaborateurs qui sont motivés pour faire du télétravail, qui sont autonomes, que l'entreprise clarifie exactement les objectifs, le télétravail, mais c'est super dans le sens où tu as des personnes, typiquement tout à l'heure, là je disais, des gens qui perdent des fois des emplois, c'est toute une vie où ils ont connu que leur entreprise et ils sont dans des régions où le taux de chômage est ultra élevé. Ces gens-là, forcément, ils veulent pas forcément quitter leur région parce que ils ont toutes leurs attaches. Typiquement moi des personnes comme ça, tu vois, je vois pas la difficulté à intégrer des personnes qui pourraient venir au sein de Lincoln Sport pour répondre à certaines missions qui sont complètement adaptées au télétravail. Et c'est vrai qu'alors on l'a beaucoup plus mis en avant depuis la crise sanitaire, et je pense que ça fait réfléchir aussi certaines boîtes. Après, bien évidemment, faut que ce soit adapté aussi pour l'environnement du salarié, qu'il puisse travailler quand même correctement, mais et puis que bien évidemment le 100% en télétravail, faut aussi de temps en temps qu'on se retrouve, mais c'est ce qu'on évoque d'ailleurs avec les deux cofondateurs, c'est que nous, quand Lincoln Sport va vraiment grossir et qu'on aura plusieurs salariés, l'idée, c'est aussi de se retrouver régulièrement par semaine à certains endroits. Mais c'est des vrais moments d'échange. C'est pas tu te retrouves derrière un bureau, on est tous derrière notre écran et puis finalement t'as pas trop le temps de discuter. Que là tu prévois vraiment des moments où on se retrouve, on échange, on partage. Et moi alors j'y crois à 100% sur ce mode de fonctionnement en tout cas. En tout cas, ce sera sûrement une réponse de demain, quoi. Ouais. Et un autre point très très important, je vois beaucoup de posts que tu fais sur LinkedIn là-dessus, c'est finalement le marché circulaire. Ouais. Ouais. Alors c'est vrai que c'est un deuxième aspect, c'est que quand je me suis lancée, et avant d'avoir, enfin en tout cas cette idée qui germait sans vraiment m'en rendre compte, je me disais moi si je me lance, je disais souvent, si je me lance pour entreprendre quelque chose, faut que ce soit sur un domaine qui me plaise. Alors c'est vrai que le sport, moi j'ai toujours fait du sport. J'ai fait d'ailleurs plusieurs pratiques de sport, hein, mais voilà, le sport, ça me parlait. Et c'est quelque chose qui me plaît d'être dans cet univers. Et le deuxième aspect, c'est que je voulais vraiment pouvoir en tout cas créer quelque chose qui apporte en tout cas une petite touche positive pour la préservation de l'environnement. Et c'est vrai que
le côté marché de l'occasion, à l'époque, j'ai fait une très grosse étude sur le marché de l'occasion pour donner juste un ou deux chiffres, mais à l'époque, quand j'ai fait mon business plan, le marché français de l'occasion, qui était quand même en recul par rapport à certains pays européens, mais il représentait 5 milliards d'euros quand même en France, et principalement quand tu parlais de marché d'occasion, tu parlais automobile. Et bon, tu parlais même pas tant que ça de vêtements, tu vois. Maintenant, on parle beaucoup de vêtements d'occasion, mais à l'époque, quand moi j'ai commencé à creuser le sujet, même les vêtements, c'était pas encore bien mis en avant comme maintenant aujourd'hui. Et là maintenant, le marché de l'occasion, en tout cas à fin 2020, représente 7 milliards d'euros, un peu plus de 7 milliards d'euros en France. Et les prévisions de croissance sur le marché de l'occasion, c'est entre 15 et 20% chaque année sur les 5 prochaines années. Et on le voit, c'est un marché qui grossit de plus en plus, qui est très tendance. Alors pourquoi tendance aussi, et pourquoi aussi tu as plein de marques qui se mettent aussi sur ce marché-là, parce que il y a des lois maintenant qui réglementent le fait qu'il faut faut arrêter le gaspillage, et c'est tant mieux, parce que quand tu étudies un peu tout ce qui tout le gaspillage et toutes les tonnes de produits qui sont, et pas que les fringues, hein, qui sont jetés par an, c'est phénoménal. Hein. Tu as une étude sur l'ADEME qui a été faite. Tu as un peu plus de 100 000 tonnes par an d'articles de sport qui sont gaspillés. Et tu as juste 6% qui sont réemployés. Donc, clairement, il y a vraiment des sujets et moi, je pense que, en tout cas, des plateformes comme Lincoln Sport ou d'autres, hein, c'est l'avantage, c'est que ça permet aussi de prendre conscience que on peut réemployer le matériel, qu'on peut bénéficier de matériel de bonne qualité, parce que souvent, et même moi encore 10 ans en arrière, hein, des fois quand tu voyais certaines annonces à des prix défiant toute concurrence et avec le super produit comme si c'était un produit neuf, tu te dis il y a un loup quelque part, mais non, tu as des gens même à titre privé, moi je le vois, c'est pendant le confinement, hein, tu as des gens qui ont acheté du matériel neuf pour faire du sport à la maison. Et là, depuis cette année, tu en as aussi plein qui te remettent du matériel sur LinkedIn Sport et qui mettent jamais utilisé. Donc vraiment, je pense que voilà, sur ce côté-là, ça permet d'éviter de jeter, parce que j'ai eu aussi des cas où il y avait des personnes ou même des pros hein, qui ont jeté du matériel parce que ils avaient plus la place, parce que on était en crise sanitaire, ils pensaient que le matériel serait jamais vendu. C'est ce que j'expliquais, c'est on a tous nos croyances, mais concrètement, moi, depuis que j'ai lancé, je vois il y a des produits, même moi, que je mets en ligne, je me dis bon, je sais pas si ça va intéresser, et ça intéresse. Donc et c'est bien parce que ça évite tout ce gaspillage qu'on a encore beaucoup. Donc il y a plein de choses à mettre en place et à faire progresser. Donc, ça, c'est bien. Une fois de plus, hein, c'est sûr que c'est cette connexion finalement qui manque bien souvent. Et Lincoln Sport, du coup, tu as résolu finalement la garantie de paiement. Et il y a un deuxième sujet que toi-même t'évoquais dans ton expérience, c'est la livraison. Donc aujourd'hui, comment vous organisez finalement alors je me doute que envoyer une paire de
de boots de ski, Ouais, c'est pas ouais, très problématique. ouais, Mais déjà envoyer des skis ou envoyer un vélo, ouais, ou demain des machines de fitness, ouais. je pense que c'est un peu plus complexe. Ah oui, oui. Ah bah, puis moi, je me suis confrontée tout de suite parce que quand tu demandais justement mes premières ventes, après le club de golf où là, ça n'a pas été posé problème, mais après, on a quand même eu quelques ventes de matériel de fitness muscu. Et là, effectivement, tu t'expédies pas une machine de muscu qui pèse 300 kilos comme un club de golf. Donc c'est vrai que pour le coup ça c'est pareil, ça a été un gros sujet et c'est encore un sujet hein, parce que le transport c'est enfin, aussi une profession à part entière et c'est un vrai savoir-faire. Donc faut s'entourer des bonnes personnes, surtout quand tu as du matériel qui est encore cher d'occasion parce que là, par exemple, je vais te donner un exemple, c'est en fin d'année, on avait une très grosse machine de muscu qui pesait 700 kilos, vendue par un gérant de club de fitness et qui a été repérée par un hôtel 3 étoiles en Savoie. Et donc, ils voulaient vraiment l'acheter. Mais l'hôtel, Ok. forcément, ils m'ont demandé d'expédier aussi m'occuper toute la logistique. Et là, pour le coup, faut t'entourer de personnes qui ont le savoir-faire et surtout qui transportent le matériel en toute sécurité pour que la machine elle arrive entière et comme elle est partie quoi. Donc Donc ça veut dire que au niveau de ta plateforme, c'est pas seulement, tu mets pas seulement en relation les gens, c'est que sur ce genre de sujet, tu accompagnes vraiment le vendeur ah oui oui. à solutionner cette problématique de Ouais, transport et ouais. de Le livraison. vendeur et l'acheteur d'ailleurs. Là, pour D'accord. le coup, si tu veux, c'est pas qu'un coup de clic sur le site, c'est aussi. Et là, c'est pareil. C'était un sujet moi que je voulais vraiment intégrer dès le départ. C'était d'être joignable tant par téléphone, mail, réseaux sociaux, sur le site. Et ça, je l'ai remarqué, c'est que c'est en tout cas un service que les clients me disent au quotidien, mais c'est génial, au moins on arrive à vous joindre pour une plateforme qui est numérique, parce que globalement, tu as les gens qui me Oui, disent c'est vrai, c'est vrai. Tu as des gens humains maintenant, derrière. c'est difficile d'avoir quelqu'un, enfin on a quelqu'un en vrai. Donc Ouais, tu as les FAQ, t'as les chats en ouais, ligne, mais voilà, finalement, ouais, ouais. au bout d'un moment, tu veux résoudre des problèmes avec une vraie personne Bah derrière ouais, qui ouais, soit concernée. ouais. Et justement là-dessus, tu mets aussi une garantie morale sur les annonces parce que tu me disais que, alors c'est la question de ce que tu fais maintenant. Évidemment, moi ma question c'est est-ce que tu vas le faire dans le futur aussi, Hum, quand il y aura peut-être des milliers et des milliers d'annonces. C'est que chaque annonce est vérifiée et quand tu vois ou quand tu comprends pas ou quand tu t'es pas sûr de la qualité du produit, t'appelles le hum, vendeur de comprendre hum, si tout est ok, si l'histoire est cohérente hum. et tu valides ou t'invalides. Ouais, ouais, exactement. Nous, Et ça, tu le feras demain, même quand il y bah, aura des écoute, millions d'articles? franchement, plusieurs fois on m'a posé cette question-là, et pour le traiter au quotidien, même si on pourra probablement automatiser quelques trucs, mais il y a quand même un travail humain derrière qui est important, notamment pour du matériel comme on propose sur la plateforme, parce que c'est pas du matériel, enfin c'est pas une annonce à 20 euros. En moyenne, nous on rentre des produits qui sont entre minimum 800, 1000 euros et des fois bien plus parce qu'on intègre aussi des lots. Et donc forcément, si tu veux intéresser des acheteurs potentiels, faut quand même proposer des annonces qui soient pro, quoi. Et pour ça, tu as besoin d'un minimum d'infos. Et c'est vrai que nous, quand on reçoit les annonces, on les regarde avec des yeux d'acheteurs.
Et quand tu as des vendeurs qui mettent une photo commerciale ou une photo floue ou un truc, juste un bout du matériel, forcément, et puis très peu de texte, bah, on va les rappeler ces vendeurs-là pour leur expliquer, en leur disant, écoutez, si vous voulez vraiment vendre votre matériel, il va falloir nous donner un peu plus d'infos, un peu plus de photos qui correspondent vraiment à votre matériel. Alors après, t'en as certains, c'est parce qu'ils font ça vite et c'est pas parce qu'ils veulent tromper la personne qui pourrait acheter le matériel, mais t'en as, ils ont pas conscience. Si tu veux, ils balancent leur annonce sans vraiment avoir conscience que bah, la personne qui va consulter l'annonce ne connaît rien au produit et veut en savoir un peu plus. Donc, oui, l'idée, c'est vraiment de professionnaliser les offres qu'on propose sur LinkedIn Sport et de toujours, dans cet esprit aussi, de rassurer les personnes qui viennent consulter les produits qui sont proposés sur la plateforme. Donc oui, pour répondre à ta question, oui, je pense que on continuera quand même ce côté-là. Je te remercie. Et donc du coup, LinkedIn Sport aujourd'hui, c'est une plateforme qui est ouverte à tout le monde, c'est-à-dire que c'est pas seulement B2B, C2C, B2C. L'idée, c'est vraiment de mettre les gens, autant les professionnels que les consommateurs, les uns envers les autres et que chacun fasse. Parce que business, effectivement, ça, tu sais, c'est aussi une bonne question parce que tout au début, quand j'ai commencé, au départ, effectivement, moi, j'imaginais une plateforme entre sportifs et point. Après, j'ai intégré cette notion de professionnel et j'en ai peu, mais un ou deux qui m'avaient dit à l'époque, mais tu peux pas faire une plateforme où tu mélanges les consommateurs et les professionnels, ça n'a rien à voir, c'est deux mondes à part, etc. Et finalement, maintenant avec le recul, moi je pense que c'est très bien parce que, écoute, même moi avec encore mes croyances, mais j'ai eu des ventes ou des transactions en tout cas qui ont été réalisées, mais dans tous les sens. C'est-à-dire des ventes entre consommateurs, un vendeur professionnel qui vend à un particulier, mais j'ai eu aussi un particulier qui a vendu à un professionnel. Donc, si tu veux, il y a toutes sortes tout se passe et je me dis, voilà, il y a quand même une tendance. Alors, le marché. Alors nous dans, je sais pas, un tiers. Ouais, nous sur notre plateforme, on est quand même dans les utilisateurs, environ 60% d'utilisateurs issus des professionnels. Même si t'en as qui vendent à titre personnel, mais c'est du matériel professionnel. Pour X raisons, voilà, ils ont plus leur boîte, ou, voilà. Mais globalement, et puis t'as des acheteurs aussi de plus en plus professionnels aussi. Ok. Bon, en tout cas, dans le marché du fitness, dans l'industrie fitness, toi, tu as créé un nouveau modèle d'affaires que finalement qu'on connaissait pas, c'est la marketplace. La marketplace, je pense qu'elle répond à des métriques de fonctionnement qui n'ont rien à voir avec les salles de sport, avec un distributeur de machines de fitness ou avec des boutiques gym. Donc aujourd'hui, ce que j'ai compris, c'est que toi, déjà, t'es un site internet. Donc l'attraction de ton site internet, comme tu disais sur le Google, le référencement est important. Peut-être le nombre de visiteurs uniques, le nombre de views par mois. Et après, qu'est-ce qui, tu disais le volume d'affaires aussi. Quels sont les 2-3 critères importants pour toi que tu regardes au quotidien? Ouais, alors ce que je regarde évidemment au quotidien, c'est notre trafic, et ça, c'est vraiment très encourageant parce que il grossit de mois en mois, et ça c'est vraiment intéressant même. Dans le sens où on a même maintenant du trafic issu de d'autres pays que la France, alors que le site, pour le coup, est pour l'instant construit qu'en français. Mais et ça, c'est naturel en plus. C'est pas du tout poussé par vous. Non, parce que
Pour le coup, nous, si tu veux, on bosse beaucoup. Moi, je crois beaucoup au référencement naturel. Et pour le coup, c'est vrai que maintenant, on nous trouve sur certains mots-clés, on arrive en première position. Donc ça, c'est vraiment génial. Et du coup, bah, tu as des acteurs étrangers aussi qui nous trouvent et qui sont vraiment aussi très intéressés par du matériel, notamment des lots de matériel de fitness et, et muscu. D'ailleurs, l'année dernière, j'ai eu aussi un acteur qui commence vraiment à s'intéresser à Lincoln Sport parce que il m'expliquait que il en achetait régulièrement des lots et il n'avait pas de marketplace, effectivement, il n'avait pas trouvé de concept comme Lincoln Sport en France. Donc il me disait c'est vraiment intéressant, Ok. voilà. Et, et donc l'autre métrique pour répondre à ta question en dehors du trafic, c'est le nombre de vendeurs et surtout le nombre d'annonces qui rentrent au quotidien. Parce que plus on a eu, et là on le voit de plus en plus, c'est que nous, dès que on entre de plus en plus de produits et de plus en plus on attire d'acheteurs. Ou même on a même depuis plusieurs mois là des utilisateurs qui sont inscrits sur notre site qui reviennent régulièrement sur le site consulter ce qui rentre. Donc, t'as vraiment moi j'ai des utilisateurs qui sont inscrits au début de la plateforme, qui reviennent et qui soit reviennent vers nous, soit vers certains vendeurs pour acheter les nouveaux produits qui arrivent, quoi. Hein. Donc, t'as un vrai là pour moi ça c'est le critère le plus important, c'est l'intégration du nombre d'annonces. Voilà. Est-ce que tu as un vrai objectif? Il me semble que Uber, ils avaient fêté le million de courses quelques mois après leur création. Est-ce que toi, très rapidement, tu vas te dire, voilà, l'objectif, c'est d'avoir X milliers d'articles référencés ou d'avoir réalisé X milliers ou millions de ventes Ouais, en 3 ans, 4 ans ou ouais, 5 ans? Est-ce ouais. que tu as un truc qui te tient à cœur que tu aimerais atteindre? Alors moi, en dehors du fait, bien évidemment, du million je dirais plus de connexions dans un premier temps, avant de parler de millions de ventes. Mais moi, ce qui me tient à cœur, avant tout, c'est de concrétiser un partenariat avec une grande marque qui serait vraiment engagée pour le réemploi du matériel. Ça, c'est un vrai sujet qui me tient vraiment à cœur. Donc, ça, j'aimerais, tu vois, en tout cas cette année, créer un partenariat fort avec une grande marque qui puisse intégrer Donc, ce serait voilà, tout leur un matériel. distributeur de machines de fitness ou un distributeur de... Alors j'ai plusieurs, je n'en parlerai pas, je citerai personne, mais D'accord. en tout cas, voilà, si Voilà. déjà cette C'est année, ouais, l'objectif, c'est quoi. l'objectif. Puis le deuxième, c'est que bon, je t'en avais parlé, c'est voilà, maintenant on veut passer un stade supérieur et là on travaille de manière assidue pour faire notre première levée de fonds parce que nous depuis le début Ok, on a fonctionné avec nos capitaux propres et notre financement de départ du prêt d'honneur et prêt bancaire. Voilà. ok. Ouais, donc c'est passer à l'étape supérieure. Ouais, ouais, ouais. Ok, bon. Alors, maintenant que toi, tu es dans l'industrie du fitness, que tu connais finalement, t'es un peu le trait d'union entre, comme tu disais, entre les professionnels, entre les particuliers, leurs intérêts. Tu dois, comme tu disais, tu rencontres beaucoup de monde. Est-ce que tu peux peut-être apporter ton analyse, ta vision sur le sujet qui fait débat, hein. On parle beaucoup de 360, on parle beaucoup de fitness outdoor, fitness dans les salles, le fitness à la maison. Hum. Est-ce que toi, voilà, quel est ton avis sur le sujet? Est-ce que la plateforme Liken Sport
te permet d'observer des tendances. Est-ce que tu penses qu'il y aura un gagnant ou est-ce que tu penses que tout simplement, un peu comme le marché de l'occasion, voilà, le marché grossit, les usages se modifient, changent, mais finalement c'est le sport qui est gagnant et c'est le consommateur qui est gagnant à la fin? Ouais, alors moi, c'est vrai que pour le coup, là, je suis un peu partagée parce que bon, on a vécu des mois très difficiles et notamment tous les gérants de clubs de fitness, enfin, et globalement tous les acteurs du sport d'ailleurs, ça a été très très dur. Mais et c'est vrai que les habitudes ont changé, mais pour plein de choses, même sans parler de sport, toutes les habitudes ont été modifiées. Mais alors c'est vrai qu'il y en a plein. Moi, ça c'est vrai, c'est indéniable. Je l'ai constaté au moment du confinement et dès la première semaine de confinement, c'est on a eu grâce à ça une visibilité énorme. Et t'as des gens qui ont acheté du matériel de sport pour s'équiper à la maison parce qu'ils pouvaient plus aller en salle. Donc c'est vrai que ça a changé, mais par contre, moi, où je suis plus modérée, c'est que je pense quand même sincèrement que déjà tout le monde n'est pas fait pour faire du sport chez soi. Même si tu as des envies, même si on a plus d'accès sur des cours en ligne, tu peux t'équiper Tu vas facilement à en la maison. rassurer beaucoup en disant Bah, ça. enfin, moi, c'est ma conviction, mais après, enfin, moi, j'ai pas de boule de cristal, mais je pense sincèrement déjà que, si tu veux, on est tous plein de bonnes résolutions pour se dire bon, on va faire du sport, on va faire cette pratique-là, machin. Et puis t'en as plein qui te disent bah ouais, mais bah, je m'y tiens pas. Et voilà, j'ai acheté un vélo d'appartement et finalement j'en fais pas parce que j'ai toujours de bonnes raisons pour pas en faire. Et finalement, quand tu échanges un petit peu, t'en as, ils veulent faire du sport parce que faut faire du sport, parce que ils ont intégré que c'était bon pour la santé ou parce que leur médecin leur a dit. Enfin, il y a plein de choses ils font du sport, ils prennent un truc et en se disant bon bah ça va être bien et puis je vais en faire. Et finalement ils en font pas parce qu'ils sont pas motivés et parce que ils sont pas forcément sur la bonne pratique qui leur correspond. C'est comme tout ce que on disait précédemment, c'est que je pense que pour faire du sport et s'y tenir, faut déjà trouver la pratique sportive qui te correspond et surtout des fois, c'est le sport, c'est quand même aussi, pour moi, ça j'y crois beaucoup. Ça permet de créer du lien social. Donc c'est vrai que les salles de sport, le sport collectif, aller courir à deux ou aller faire un cours de gym à deux, à trois entre collègues ou tu vois même en entreprise. Bah ça crée du lien et c'est beaucoup plus motivant et facile d'aller faire sa pratique sportive à plusieurs que tout seul. Donc oui, je pense qu'il y en a, ils sont faits pour faire du sport à la maison et ça leur convient bien. Mais moi, je pense sincèrement que une fois que toute la crise sanitaire sera passée, t'as des gens qui vont venir en salle parce que ça leur plaît aussi de partager, de rencontrer même de nouvelles personnes ou de se faire accompagner par un coach sportif ou tu vois, même à titre personnel, moi je le vois, moi j'aime bien faire mon yoga tous les matins, machin, mais j'ai besoin aussi de faire d'autres choses et moi clairement je fais une fois, enfin avant la crise sanitaire, je faisais un cours de cardio avec ma sœur dans une salle et bon, quand ça s'est arrêté, bon, bah voilà, ça s'est arrêté. Mais là, on avait repris cette année. Et puis bon, là, quand ça a recommencé à ce temps, on a arrêté. Mais moi, j'étais hyper contente et ma sœur, pareil. On était déjà hyper contente de se retrouver, de se défouler pendant 1 heure. Et à chaque fois, on ressortait en disant ah, ça nous fait du bien, mais c'est génial. Et puis t'es entraîné avec d'autres. Donc
moi, je pense qu'il y en a aussi qui ont connu, qui faisaient des choses avant la crise sanitaire et qui reviendront forcément. Alors, ce sera peut-être encore un peu latent parce que on a encore cette crise sanitaire au-dessus de nous, mais moi, je suis pas aussi tranchée que ça sur le fait que il va y avoir des perdants ou des gagnants, tu vois. Bon, Non, mais j'en suis c'est ravi. mon Comme tu avis, disais, c'est mon ton avis, hein. observation, c'est que finalement, un certain nombre de personnes se sont a priori ruées vers les équipements de sport durant le confinement. Et toi, tu es la première observatrice de ça, c'est que il y a un certain nombre aussi qui aujourd'hui revendent ce matériel-là. Donc, ils n'ont pas trouvé un contentement à 100%. Et qui peut-être ces gens-là ont besoin de sport, mais cherchent peut-être d'autres solutions. Donc c'est voilà, le marché reste ouvert sûrement à tous les acteurs, quoi. Ouais, et puis en plus, en dehors de ça, par contre, où c'est vrai que j'avais étudié quelques études et articles, et ça, j'y crois plus, c'est que tu as aussi beaucoup maintenant, on est dans une société qui bouge beaucoup, où les gens, ils veulent découvrir plein de choses, de nouvelles pratiques et tout. Alors ça, c'est vrai que je crois aussi aux gens qui veulent toucher à plein de choses. Donc, forcément, c'est pareil, une salle de sport, bon bah tu peux faire de l'elliptique, comme après tu peux faire du rameur, du tapis de course, et tu as des gens, ils peuvent pas investir dans tout ce matériel en un coup. Donc voilà, je pense aussi puis t'en as qui aiment faire plein de choses, courir, après aller faire du sport nautique, enfin bref. Donc je pense ouais, il y a aussi cette tendance sur le fait que les gens ils aiment découvrir plein de choses nouvelles. Et puis t'as les passionnés, t'as ceux qui découvrent un sport et qui s'y tiennent tout le temps parce qu'ils adorent ça. Mais mais bon, moi, je suis pas persuadée que il y aura des grands perdants ou des grands gagnants après cette crise, en tout cas dans les pratiques sportives. Mais bon, après, on verra bien, hein, mais je me trompe peut-être, hein, je sais pas. En tout cas, merci beaucoup Sophie. Tu sais, j'aimerais instaurer un petit rituel parce que quand tu parles de découvrir, j'en profite d'avoir différents interlocuteurs pour qu'ils puissent nous proposer soit un livre qui a participé à leur réussite, soit éventuellement, puisque maintenant c'est la folie des podcasts, un podcast qu'ils écoutent régulièrement et qui les accompagne au quotidien. Ouais. Alors, Est-ce que toi, ouais, tu aurais un des deux éléments ou les deux à nous faire découvrir? oui. Alors, le livre, moi, je vais te donner le livre euh, que j'ai découvert au moment où je me suis lancée dans l'aventure entrepreneuriale et qui m'a vraiment et qui m'aide encore au quotidien, c'est que j'ai découvert la méditation au début et j'ai lu le livre de, je pense que tu connais Christophe André, Méditer jour après jour. Et c'est un petit bouquin qui est tout simple, qui est très très bien écrit et qui donne tous les bons conseils en tout cas pour découvrir ce que c'est que la méditation et de pouvoir s'exercer assez facilement en suivant ses conseils. Et moi, c'est parti de là, la méditation. Et c'est vrai que c'est moi un moment que en tout cas, je privilégie systématiquement. Je fais un quart d'heure de méditation et qui m'apporte, mais déjà plein de bonnes choses côté gestion du stress, gestion des émotions, qui me permet de structurer, clarifier mes pensées. Et puis surtout, enfin c'est prouvé, enfin la méditation, elle apporte plein de bonnes choses, mais notamment elle favorise aussi la créativité, la concentration. Et donc Ah, tout à fait. moi franchement je recommande ceux qui ne connaissent pas ou qui sont, et pourtant moi je suis
quelqu'un de très speed et avant d'avoir découvert ça, si tu veux, pour moi, c'était un peu nébuleux, hein, la méditation. Ouais. Et franchement, je le recommande, en tout cas, de lire. C'est un tout petit bouquin qui est très bien écrit, qui est franchement très facile à lire et hyper intéressant. Donc, je recommande ce bouquin-là. Et puis, podcast, bah écoute, moi en tout cas, j'ai hâte d'écouter le premier. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup. Tu feras. Dans quelques jours, ouais. Je ferai partie de celles qui vont t'écouter régulièrement maintenant. Mais par contre, il y a alors j'en écoute quelques-uns. Ce que je trouve génial, moi, déjà dans le podcast, c'est que tu peux commencer à écouter un épisode et puis t'arrêter en cours et le reprendre à un autre moment. Et ce qui est génial, c'est que tu peux écouter ça en voiture, en train de courir. Voilà, moi, il y a à différents moments, quand voilà, je vais écouter un podcast et celui, moi, pareil que j'ai découvert, mais au début et je le trouve vraiment très bien aussi, c'est le gratin de Pauline Legnaud. C'est une entrepreneuse Ok. et qui parle de différents parcours de vie, pas que des entrepreneurs d'ailleurs. Et ce que je trouve vraiment très intéressant justement dans ces parcours, mais un peu ce que tu es en train de faire dans le monde du fitness, c'est que ça permet d'apprendre plein de choses sur comment une personne a réussi tant à titre privé que professionnel. Et surtout, ce qui est génial, c'est de se dire que finalement, mais tout est possible à partir du moment où on est passionné, qu'on travaille et que nos rêves, finalement, qu'on a en nous, c'est possible de les atteindre à partir du moment où on met tout en œuvre. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que chaque être humain a son chemin de vie à faire à partir du moment où on s'engage sur ce chemin de vie pour atteindre ses rêves. Donc, et je trouve que c'est inspirant de toujours écouter des parcours d'autres personnes. Donc, c'est pour ça que je t'avais dit d'ailleurs que Tout à c'était fait. génial ce Ouais, que tu faisais. c'est le but. Tout le monde a tout le monde a une belle histoire. Il y a plein de choses qui se recoupent au fur et à mesure des échanges. Mmh. Et en tout cas, moi, je viens de découvrir deux choses grâce à toi. Hein. La méditation, je pense que tu es tout à fait dans l'air du temps, puisque c'est un des marchés qui commence à se développer, et on en parle de plus en plus, c'est le mind. Ouais. Et tu vois, c'est le bien-être mental. Donc, tu es tout à fait dedans. Et puis, l'autre podcast, j'écouterai avec grand plaisir. Tu vois, je ne connaissais pas. Ah, bah écoute, Donc, tu me en diras. tout cas, Sophie, Ouais. un grand merci pour cet Ah bah échange. merci à toi. On n'a plus qu'à te souhaiter le meilleur pour les Ken Bah Sport, merci, de faire merci. peut-être une future licorne française, Bah puisque c'est écoute, dans l'air du temps, j'espère. et, et voilà, de continuer à avancer avec ces valeurs qui semblent vraiment très profondes et auxquelles tu es très attaché. Et en règle générale, lorsqu'on a des belles valeurs et qu'on met les bonnes personnes dans le bus, bah, y a pas de raison que le succès et une forme de réussite, dans tous les cas, Mmh. soit présente, quoi. Bah merci beaucoup, merci Ben, en tout cas pour tes encouragements aussi. Ça me fait plaisir. ok. Merci pour tout. Je te souhaite une belle journée et à bientôt.